Voilà, donc nous discutions justement des différentes entrées dans l'agroécologie. Vous étiez à la deuxième entrée par l'entrée par les sciences. Oui, alors on voit bien évidemment que la dimension sociopolitique dont j'ai parlé est alimentée par la production scientifique. Et à ce titre, je pense que historiquement, en tout cas en Belgique, les sciences sociales ont joué un rôle moteur parce que la réflexion sur l'alimentation de qualité dans les années 90 et ensuite ce qu'on a appelé les réseaux agroalimentaires alternatifs ont amené effectivement les sciences sociales à s'intéresser à ces alternatives. Et c'est en fait la jonction entre les sciences sociales et certains agronomes en Belgique qui ont mis à l'ordre du jour la question de l'agroécologie autour du travail d'un concept tel que le concept de verrouillage, dont un des exemples archétypales est le blanc-bleu belge. Alors ce que je peux dire à ce sujet-là, c'est que après avoir fondé en 2009 le groupe Girafe, et avant ce que je pourrais qualifier de buzz Olivier de Scuter, et tous les qui ont connu des films comme Les Moissons du Futur, la tendance Girafe dans un premier temps a été en fait de prendre une position assez normative, c'est-à-dire de cadrer en fait thématiquement l'agroécologie autour d'une version forte de l'agroécologie où à côté des principes agroécosystémiques, des principes sociopolitiques, mais aussi une manière de faire de la recherche, des principes méthodologiques, permettait de définir le focus des travaux de Girafe. Ce que nous avons vu aussi, c'est qu'il s'est passé dans ce petit monde, tout à fait minoritaire, ce qui s'est passé de façon plus large au niveau de l'interdisciplinarité, qui était en fait un mot d'ordre dans les années 90, dont une revue telle que Nature, Sciences et Société s'est fait l'écho. Et ce qu'on a vu, c'est qu'après effectivement un certain développement de ces thématiques, c'est que on est revenu à un repli disciplinaire où des agronomes, des sciences sociales travaillaient certes ensemble, mais je dirais plutôt chacun sur certaines dimensions des projets de recherche. Je pense que derrière ça se pose toute la question de savoir comment il est possible de construire des objets communs de recherche. Et donc aujourd'hui, finalement, cette question se repose d'une autre manière à travers ce nouveau mot d'ordre qui est la transdisciplinarité, donc qui tente d'ajouter une dimension de recherche participative à l'interdisciplinarité et que l'on retrouve en fait dans les appels d'offres de l'Union européenne. Alors au niveau scientifique, il faut aussi mentionner, je pense, un phénomène important, c'est que si ce sont des agronomes et des sciences sociales qui au départ ont donné l'impulsion et ont développé une dynamique au sein de Girafe, nous avons vu arriver d'autres acteurs de la recherche dans le groupe Girafe. J'en parlerai que d'un type qui sont en fait des acteurs autour des services écosystémiques. Alors historiquement, on sait que les services écosystémiques sont nés d'une alliance entre des économistes et des écologues, que le Millennium Ecosystem Assessment a joué un rôle important dans la légitimation de leur approche au niveau global. Et donc, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'effectivement, dans le domaine de la recherche, des écologues et des géographes développent tout cet équipement extrêmement pointu des services écosystémiques pour équiper la discussion sur l'agroécologie, avec une question centrale pour moi, c'est celle de savoir s'il faut effectivement pousser et comment il faut pousser le diagnostic au niveau des systèmes ou est-ce qu'il faut plutôt mettre l'accent sur l'approche en termes de dynamique de transformation et de trajectoire. Donc vous venez de nous parler de la deuxième entrée qui était l'entrée par les sciences. Et au niveau de la troisième entrée qui est l'entrée par les pratiques, que pouvez-vous nous dire? Alors, au niveau des pratiques, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut dire. La première, c'est que une hypothèse, selon moi, du retard entre guillemets de l'Europe sur l'Amérique du Nord en termes d'agroécologie s'explique tout simplement par le fait que l'agriculture biologique et toute sa dynamique d'institutionnalisation dans les années 90 a occupé tout l'espace
des alternatives par rapport à un modèle d'agriculture dominant. La seconde chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu de praticiens, du moins en Belgique, qui se revendiquent de l'agroécologie. Je dirais à la marge, nous avons 2 syndicats agricoles minoritaires qui le mobilisent depuis 1 ou 2 ans, mais de façon générale, les paysans, s'ils se revendiquent, non pas d'être des agriculteurs, mais des paysans, ne vont pas se revendiquer de l'agroécologie. Néanmoins, les grands enjeux sont bien là présents. Je veux dire, la question de la réduction de l'utilisation des herbicides et de l'ambiguïté de l'agriculture de conservation des sols, d'une part. D'autre part, ça c'est en grande culture. D'autre part, en agriculture biologique, nous voyons bien qu'un des facteurs de bloquants, c'est les possibilités en termes de rotation. Donc il y a d'importants travaux maintenant qui sont faits pour essayer d'élargir les rotations. Et évidemment, ça c'est lié au développement des filières en aval. Et enfin, la question des démarches d'autonomie qui existent en fait depuis 10-15 ans, en particulier d'autonomie fourragère, est une question qui est portée par des collectifs agricoles. Alors je dirais peut-être le grand absent aux abonnés, c'est la question de l'élevage avec son modèle du blanc-bleu et surtout de la consommation de viande dont Agrimonde a bien montré qu'il était un des leviers essentiels pour passer d'un scénario business as usual à un scénario alternatif de type agroécologique. D'accord. Et pour revenir alors justement sur l'agroécologie, vous nous avez expliqué que le concept bougeait. Et aujourd'hui, selon vous, quelles sont les tensions au sein de l'agroécologie? Alors oui, qu'est-ce qui bouge? Alors je dirais que pour moi, il y a peut-être, je vois 2 dilemmes qui sont des dilemmes qui font l'objet d'un débat aujourd'hui. Le premier dilemme, c'est écologisation radicale versus modernisation écologique. Qu'est-ce que ça veut dire? La question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut développer des modèles complètement alternatifs? Et je pense par exemple à l'exemple du bec et loin de la permaculture en Normandie qui développe un modèle qui ne prône pas de démotorisation complète. Mais la question évidemment de ces modèles complètement alternatifs, c'est celle de savoir est-ce qu'on peut à la fois développer des modèles qui sont viables, dont les gens peuvent vivre, et qu'ils puissent répondre aux enjeux de sécurité alimentaire. La modernisation écologique, en fait, elle renvoie à la transformation des systèmes existants. Donc nous avons décrit différentes dynamiques de ce qu'on appelle de l'insularisation, c'est-à-dire comme par exemple dans le cas de l'agriculture sans labour, il y a petit à petit une dynamique collective qui s'isole du modèle dominant. Et donc là, la question est de savoir si effectivement des dynamiques adaptatives sont capables de mettre en débat des questions aussi fondamentales que par exemple l'utilisation du Roundup. Alors, le deuxième dilemme, c'est un dilemme que j'observe au niveau de la formation, qui est le dilemme agroécologie versus transition. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un cursus qui est en train de se développer, qui est finalement, je trouve, assez diversifié, hétérogène, même s'il n'est pas coordonné. Et donc, là, la question des itinéraires d'apprentissage est peut-être à approfondir. Mais ce qu'on voit surtout, c'est est-ce qu'il faut former plutôt des agents du changement, des agents de la transition. Et donc là, on mettrait le poids sur la question de l'accompagnement du changement, ou est-ce qu'il faut d'abord former de bons agroécologues, c'est-à-dire des gens qui sont capables de porter et de faire un diagnostic sur des systèmes précis pour pouvoir effectivement en identifier les freins et les moteurs vers des systèmes idéaux. Et donc cette tension n'est pas résolue. Alors ça c'est un type de tension, les dilemmes, mais je pense qu'à côté de ça il y a ce que j'appellerais des angles morts, c'est-à-dire des questions qui ne sont pas explicitement débattues, mais qui de façon souterraine influencent le débat agroécologique. La premier angle mort, c'est la question paysan versus gentleman farmer. Donc ce que l'on voit bien aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 mondes sociaux qui s'intéressent à l'agroécologie. D'une part, un monde paysan que vous connaissez bien, qui est petit agriculteur, nouveaux arrivants, ce qu'on appelle des non issus du monde agricole, des nimaculteurs.
Mais à côté de ça, on a un autre monde social qui est celui des propriétaires terriens, que j'appelle des gentlemen farmers, ou bien je parle aussi de bird watchers, des gens qui aiment l'ornithologie, des choses comme ça, et qui donc veulent effectivement développer de nouveaux modèles pour valoriser ce patrimoine foncier dont ils sont les propriétaires. Et donc entre ces deux mondes, il y a bien sûr des points de contact, des tensions autour de l'accès à la terre, les uns étant propriétaires, les autres désirant louer. Et on voit par exemple qu'en Belgique, le bail à ferme, qui est en fait un règlement qui sert à protéger le locataire, est mis sous pression et remis en question. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des initiatives comme celle de Terre en Vue en Belgique, Terre de Liens en France, qui remettent en fait à travers leur plaidoyer cette question à l'agenda, qui propose d'autres formes de gouvernance et aussi de lier la qualité de la location, la qualité des fonctions agroécologiques de la terre aux formes de location. Donc ça, c'est le premier angle mort. Deuxième angle mort, c'est la question de la qualité du travail. Alors par exemple, les travaux d'Antoinette Dumont sont en train de montrer que, en maraîchage en particulier, chez des maraîchers qui développent des modèles très diversifiés, il n'est pas aisé économiquement d'en vivre. Et donc souvent l'issue pour ces maraîchers, c'est de faire en fait des semaines de 70 heures, d'engager des saisonniers avec un statut précaire. Et que dans ce cadre-là, la seule possibilité d'évoluer, c'est de finalement se retourner vers ce que j'appellerais le paradigme dominant, qui est celui de l'agrandissement, de la spécialisation et de la mécanisation. Mais ça a une conséquence directe, c'est qu'en s'agrandissant, l'assortiment se réduit et l'idéal du panier fermier, donc de la diversité de ses produits, disparaît. Ces agriculteurs deviennent ce qu'on appelle des acheteurs-revendeurs et ne peuvent plus fournir en circuit court uniquement leur propre production. Alors, il reste, je pense, un deuxième angle mort, un troisième angle mort, pardon, qui est celui que j'ai signalé au départ au niveau historique de l'agroécologie, qui est celui en fait de l'agroécologie. Faut-il en faire une super science ou bien faut-il en faire autre chose? L'idée de la super science, c'est qu'on pourrait intégrer dans un grand système de pensée des dimensions sociologiques, voire anthropologiques, avec des dimensions écologiques et des dimensions agronomiques. Et c'est une tendance que moi j'ai observée au niveau de la société latino-américaine d'agroécologie, des scientifiques, la SOCLA. Ou bien faut-il, et c'est plutôt l'avis de Girafle, considérer l'agroécologie comme un lieu où l'ambition est d'avoir non pas une science interdisciplinaire de l'agroécologie, mais des pratiques interdisciplinaires à partir d'origines disciplinaires différentes. Et donc le glissement se ferait de l'idée d'une science totalisante à différentes origines disciplinaires qui, dans leur pratique, deviennent interdisciplinaires. D'accord, donc au regard de la trajectoire historique que vous nous avez retracée et des tensions, des dilemmes et des tensions que vous mettez, des angles morts que vous mettez en avant maintenant, selon vous, c'est quoi alors le défi ou les défis de l'agroécologie aujourd'hui? Je pense que pour moi, il y a un double défi. D'une part, je vois bien cette tension entre version faible et version forte de l'agroécologie, l'une étant portée sur le système de production et l'autre questionnant l'ensemble du système alimentaire en y intégrant les citoyens. Et donc là, la question, c'est comment est-ce que ce concept, il ne doit pas quelque part rester suffisamment flou que pour pouvoir porter plus en avant ces dynamiques, sans trancher cette question de version faible ou de version forte, chacun pouvant par co-apprentissage emprunter à l'autre modèle, tout en étant explicite sur effectivement, je dirais, les options éthiques qu'il y a derrière les modèles. Ça, c'est le premier défi, et je dirais que ça devrait se traduire dans une vision de l'agroécologie plus comme un concept intermédiaire d'action que comme un cadre défini et coulé dans des règles et des lois. Et le deuxième défi, c'est un défi pour nous les scientifiques, c'est ce que je vois très bien à Giraffe, c'est que nous avons des scientifiques qui sont plutôt dans la figure de l'expert, comme Olivier de Scuter et d'autres,
D'autres scientifiques, à l'opposé, souhaitant très proche du terrain se faire le relais des demandes des acteurs, et entre les deux, peut-être, surtout dans les sciences sociales, des scientifiques qui cherchent effectivement à explorer ces nouvelles manières d'apprendre à travers des méthodes transdisciplinaires. Je pense que là, le défi, c'est que quelque part, la maison agroécologie ou Girafe en Belgique devienne cette organisation frontière qui puisse permettre la coexistence de ces différentes figures et de leur rapport à différents publics sans s'opposer. Un grand merci, M. Stasser.